bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Guylain Chassario, je suis délégué général de la FEDEN. Nous sommes réunis ce matin pour une heure en direct avec des intervenants de la FEDEN pour vous présenter le vademecum de la FEDEN, qui est un document qui devrait nous accompagner pour les 5 prochaines années, notamment en vue de la PPE et pour répondre également aux objectifs européen du paquet dit Fit for 55. Alors, juste avant de commencer et de présenter les intervenants qui sont autour de la table, quelques mots sur la FEDEN. La FEDEN, c'est une fédération professionnelle qui réunit 500 entreprises, 60 000 salariés. C'est une fédération qui réunit des entreprises acteurs des services énergétiques, services essentiels et pourtant parfois peu visibles. Services énergétiques qui portent sur deux métiers. Un, la performance énergétique des bâtiments, tout ce qui va être les économies d'énergie, l'exploitation, la maintenance de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation. La deuxième, et ça peut également s'accompagner de services aux occupants des bâtiments. Les deuxièmes métiers de la FEDEN, ce sont les énergies renouvelables thermiques à travers la production, la valorisation et la distribution d'énergies renouvelables telles que la chaleur renouvelable, le froid renouvelable, issu de la géothermie, du solaire thermique, du bois énergie bien évidemment, de la valorisation énergétique des déchets, de la récupération de chaleur industrielle qu'on véhicule ensuite à travers des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid. Alors, pour vous donner encore plus d'éléments concrets sur qui nous sommes présents dans votre maison, nous sommes présents dans l'hôpital, nous sommes présents à l'école, nous sommes présents quand vous allez à la piscine, nous sommes présents partout parce que, encore une fois, ce sont des services essentiels. Alors, quels sont les intervenants qui sont avec moi autour de la table? Je vais commencer par Pierre de Montlivaud, qui est le président de la FEDEN, nouveau président de la FEDEN puisqu'il a pris ses fonctions, son mandat en 1er janvier 2022. Pascal Guillaume, qui est président de l'EFIES. L'EFIES, c'est une association européenne qui réunit les entreprises de services d'efficacité énergétique. Pascal est également membre du COMEX et c'est notre référent Europe au sein de la COMEX, au sein de la FEDEN. Et les sujets sont très nombreux depuis ces 2 dernières années. Aurélie Lehérissi, tu es présidente du SNCU et membre du COMEX de la FEDEN. Et Michel Tréguer, vice-président de la FEDEN, qui a pris également son mandat depuis le 1er janvier. Alors, avant de démarrer ces échanges, quelques rappels, quelques précisions sur les modalités de l'émission. Donc, on est en direct pour 1 heure, avec un temps, bien évidemment, de questions et de réponses qui finalisera chaque séquence. On va avoir 3 séquences. On va donner la priorité aux journalistes, aux questions des journalistes, mais ça n'empêchera pas qu'on prenne toutes les autres questions si celles des journalistes sont épuisées. On pourra bien évidemment répondre à vos autres questions à l'issue du webinaire. Et puis également, n'hésitez pas à nous solliciter à travers Twitter, à travers le chat. Il y a un chat sur la colonne à droite, et puis également à travers LinkedIn ou en nous écrivant directement à une adresse qui s'appelle communication@feden.fr. Alors, ce qui nous réunit ce matin, c'est le vademecum. Il sera accessible sur le site pendant l'émission. Vous pourrez bien évidemment le télécharger et télécharger également une synthèse en 4 pages. Voilà, et je vais pouvoir maintenant laisser la parole à Pierre de Montlivaud. Alors Pierre, tu prends tes fonctions de président à un moment charnière et à plusieurs titres. Quels sont les constats, peut-être même quelles sont les convictions fortes, quelles sont les grandes lignes, les lignes de force qui ont présidé à l'élaboration de ce vademecum? Merci Guylain. Alors peut-être la première question, c'est pourquoi on sort un vademecum? On pourrait dire que c'est parce qu'il y a des échéances qui arrivent, c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'on est sous l'empire d'une double urgence. Première urgence, tout le monde la partage maintenant, plus personne ne la conteste, c'est l'urgence climatique. Il faut absolument que nous nous mobilisions tous pour éviter que notre planète se réchauffe de plus de 1,5 degré. Les canicules, les sécheresses, les inondations à répétition, ça y est, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Mais se rajoute une double urgence, peut-être encore plus forte depuis, et même certainement beaucoup plus forte depuis quelques mois dans notre pays, c'est une urgence sociale. Celle de la difficulté des ménages à s'éclairer, à se chauffer, du fait de l'explosion des prix des énergies fossiles. Juste un point particulier là-dessus.
Aujourd'hui, en France, il y a 4,2 millions de foyers, de logements qui sont en chauffage collectif gaz et qui ne bénéficient pas de dispositifs de protection, de bouclier tarifaire. Il faut que tout le monde l'ait en tête. Clairement, du fait de ces deux urgences, pour être un peu simple, je veux dire, il y a le feu au lac. Et quand il y a le feu au lac, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir ses combats. Il faut mettre le poids du corps sur les solutions les plus efficaces. Alors la conviction très forte des adhérents de la FEDEN, c'est que les solutions, elles sont au plan local, elles sont à l'échelle des territoires. Tu as dit où nous intervenions, c'est à cette échelle-là que ça se joue. Ça se joue à l'échelle du logement, ça se joue à l'échelle du bâtiment tertiaire, du site industriel, du bourg ou de la ville. C'est là où ça se joue. Pour autant, si on est là dans une période particulière pour parler de ces sujets, c'est bien parce qu'il faut qu'il y ait une impulsion qui vienne du niveau national, qui donne la dynamique, qui donne la planification territoriale de la progression de nos enjeux de lutte contre le changement climatique. Mais surtout, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, surtout qui donne les outils au territoire pour pouvoir s'engager dans l'action. Alors choisir ces combats, c'est quoi? C'est aller taper le carbone où il est. Et donc ce qu'on aimerait bien, dans la période, là, dans les 70 jours par exemple, c'est qu'on ne parle pas, s'il vous plaît, que d'électricité. La chaleur, c'est près de la moitié de nos consommations d'énergie. Et c'est à 80% du carbone. Qui a entendu un débat construit sur la chaleur depuis le début de la campagne? Je suis preneur si vous l'avez entendu, nous pas encore, voilà, et pourtant on cherche à... entendu. Écoutez, ça frémit, mais vraiment, on n'est pas à hauteur de l'enjeu. Je le redis, près de la moitié de nos consommations d'énergie. Et donc pour décarboner ce secteur majeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer sur deux pieds. Le premier, c'est les économies d'énergie. Ça doit être la mère des batailles. Et le deuxième, c'est développer la chaleur renouvelable et de récupération. Alors pour ça, il y a des objectifs, ils sont déjà très clairs. Les objectifs à 2030, les objectifs français, les objectifs européens, Pascal, on les connaît. On va vous le dire, nous à la FEDEN, ils nous vont très bien. On les trouve ambitieux, mais réalistes si on se donne les moyens pour les atteindre. Donc le sujet, ce n'est pas de rajouter X% sur tel ou tel objectif. C'est d'identifier les moyens pour aller chercher les résultats, et pas en 2050, en 2030. 2030, c'est grosso modo la fin du prochain quinquennat. C'est comme ça qu'il faut le voir. Petit détail, pour atteindre ces résultats en 2030, il faut juste tripler le rythme. Il va falloir, je dis bien tripler, il va falloir courir 3 fois plus vite, tant pour développer les économies d'énergie. Aujourd'hui, sur les années passées, on économise moins de 1% de notre consommation d'énergie chaque année. Moins de 1%, c'est ça le rythme. Pour tenir les objectifs, il faut aller 3 fois plus vite. Il faut passer à 2,7. Je crois on a peut-être un slide là-dessus, non en régie, non? Non. Peut-être. En tout cas, on a nos trois beaux objectifs qui sont derrière nous. Tripler les économies d'énergie. Ah oui, alors effectivement, mais je laisserai l'excellent Pascal le commenter plus en détail. Donc on a effectivement cette courbe descendante à activer. Enfin, je reviens à cette question de l'urgence sociale. On aurait fait beaucoup plus d'économies d'énergie les années passées. Ça aurait été un formidable tampon, un atténuateur de cet impact des prix des énergies fossiles. Mais donc le rythme, il faut aussi le tripler pour la chaleur renouvelable et de récupération. Aurélie l'expliquera beaucoup mieux que moi. Je voudrais juste dire un mot, c'est que n'ayons pas d'inquiétude sur le potentiel de chaleur renouvelable et de récupération à aller chercher dans notre beau pays. On a de la chance en France. On a un sous-sol où il y a de la chaleur, au fond, avec la géothermie. On a une très belle forêt répartie sur une grande partie du territoire. On a un tissu industriel qui émet énormément d'énergie non utilisée aujourd'hui, qu'on pourrait récupérer. On a des déchets aussi sur l'ensemble du territoire qu'on peut valoriser davantage. Donc on a tout ce qu'il faut. On a les villes à équiper. On a la possibilité de faire. Encore une fois, il faut juste avoir une feuille de route claire et des moyens. Mais ces moyens, ça on tient à le marteler à la FEDEN, ces moyens, ils nécessitent un emploi raisonné des deniers publics. Pour pouvoir réussir la transition énergétique, on ne va pas pouvoir faire tout de suite en se fixant des objectifs un peu dogmatiques. Il faut aller cibler
les endroits où on sait décarboner à un prix raisonnable pour les deniers publics. Et ça, tant dans nos solutions d'économie d'énergie que dans celles de chaleur de renouvelables, eh ben, on les a. Pourquoi on les a? Tout simplement parce que nos adhérents, ils sont tous les jours dans les logements, tous les jours dans les bâtiments tertiaires, tous les jours sur les sites industriels. Donc ils ont ce regard, ils ont cette acuité de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller chercher les économies d'énergie et de carbone. Et donc ce qu'on va vous présenter maintenant, ce n'est pas un travail en chambre de Parisiens, c'est vraiment les propositions qui sont remontées de nos adhérents, remontées du terrain pour aller chercher vraiment des résultats garantis et visibles. Et je terminerai juste par un dernier mot, c'est qu'il y a une énorme, Michel, cerise sur le gâteau. Wow. C'est que si on tient ce rythme, si on tient les objectifs, qu'en 2030 on est au rendez-vous, c'est quand même 60 000 emplois qu'on va créer. On va doubler les emplois directs, je dis bien directs, de nos filières. Très bien, merci Pierre. Et donc, Pierre, du coup, voilà, la formule magique à retenir. Donc maintenant, ça sera x3, x3, x2. Voilà. Et alors, le premier x3, comment est-ce qu'on va tripler les économies d'énergie? Pourquoi est-ce qu'il faut cibler en priorité ces économies d'énergie? Peut-être même commencer par la manière dont c'est vu au niveau européen et peut-être comment ça va se transcrire au niveau français. La parole est à toi, Pascal, notre expert. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Pierre, merci Guilain pour avoir clairement posé le contexte dans lequel s'inscrivent les propositions qui sont portées par la FEDEN. Alors oui, l'efficacité énergétique, c'est une priorité. C'est même le point de départ. Au moment même où l'Europe rehausse son ambition, on en a parlé, on va passer, on l'espère, de 32,5% initialement à 36%, voire 39% d'économie d'énergie visée à l'horizon 2030. La Commission européenne réaffirme la priorité de l'efficacité énergétique. Et d'ailleurs, elle va même jusqu'à l'inscrire dans un projet de directive. Alors, les raisons sont simples. Les économies d'énergie, c'est des réductions immédiates des gaz à effet de serre et aussi, et tu en soulignais l'importance Pierre, des réductions des coûts pour les ménages et pour les entreprises. Et dans le contexte actuel, on voit à quel point ça peut être une priorité. Et puis également, c'est une garantie, un accélérateur de l'utilisation des énergies renouvelables et de récupération par une bonne efficacité de leur utilisation. Alors, par rapport à ça, on n'est pas au bon rythme. Même si, en 2020, on a atteint de justesse l'objectif, grâce à un impact un peu exceptionnel des conditions climatiques et du Covid, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sur le bon rythme. Pierre disait, on est en dessous de 1%, le graphique le montre, on est plutôt à 0,75%. Alors, si on veut atteindre ne serait-ce que les objectifs qui étaient inscrits dans la LTE-CV à l'horizon 2030, eh bien, ce rythme, il va falloir le doubler. Et puis, si on se place dans cette perspective de la contribution de la France à l'objectif européen, ce n'est pas le doubler qu'il faut, c'est le tripler. Donc, alors, voilà la marche. Concrètement, et vous pourrez le retrouver dans le Vade-Mecum de manière beaucoup plus détaillée, comment est-ce qu'on triple ces économies d'énergie? Alors, face à ce défi, les propositions de la FEDEN, en fait, elles s'articulent en 3 axes. Le premier, comme on le disait il y a un instant, c'est de se concentrer sur les actions les plus porteuses d'efficacité énergétique et environnementale. Et puis, bien sûr, c'est de s'assurer que ces actions, elles délivrent la performance attendue. Donc, garantir que cette performance est au rendez-vous et qu'elle est au rendez-vous dans la durée et non pas de façon conjoncturelle. Et ce faisant, bien sûr, on va garantir la bonne utilisation des fonds publics qui auraient été utilisés pour aider à faire émerger ces projets et ces actions. Et puis le troisième point, c'est cette notion d'aller vite, d'accélérer. Donc le troisième axe de nos propositions, c'est des catalyseurs qui vont permettre d'accélérer l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette transition énergétique et environnementale. Alors, sur le sujet de l'efficacité, notre proposition, c'est d'aligner les incitants, notamment financiers, vers les solutions les plus efficaces, les plus porteuses de ces économies, mais également les secteurs sur lesquels on pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre en termes d'accélération sur les économies. Alors, concrètement,
les bouquets de solutions, on le sait, sont plus efficaces que les gestes unitaires. Donc, ça doit être reflété dans les mécanismes qui permettent d'obtenir notamment les certificats d'économie d'énergie. Donc, on parle quand même d'une enveloppe de 4 milliards d'euros par an. Notre proposition, c'est que ces incitants de ce mécanisme, les bonus, pour les nommer, s'orientent vers des solutions par bouquet et non des gestes unitaires. Et bien sûr, ça touche tant le logement individuel que les copropriétés et l'industrie. J'en viens au deuxième sujet qui sont les secteurs. Dans le cadre de la rénovation du logement, on voit que MaPrimeRénov' a été un grand succès, mais c'est un succès qui n'a quasiment concerné que le logement individuel. Les copropriétés n'en ont que peu ou pas bénéficié. Donc ce que nous proposons, c'est de flécher, je dirais presque de sanctuariser une part de ce budget de 2 milliards d'euros par an, 15%, pour aider les copropriétés à améliorer leur performance énergétique. Donc 15% de 2 milliards, 300 millions à dédier à l'aide aux copropriétés. Et puis enfin, l'industrie, les appels d'offres France Relance ont été un grand succès en efficacité énergétique et d'ailleurs aussi en décarbonation. Et ce que l'on propose, c'est de pérenniser cette démarche d'appel à projet dans le cadre de France 2030. Et dans ce dernier cas, c'est des actions qui seront particulièrement vertueuses parce que ce soit le secteur du logement et notamment le chauffage ou l'industrie, ce sont deux secteurs qui sont assez carbonés. Et puis enfin, ces actions, elles doivent délivrer des résultats concrets, pérennes. Et pour ça, ce que l'on propose, c'est que ces incitants soutiennent des solutions dans lesquelles on va garantir cette performance dans la durée. Donc, pour le logement collectif, le tertiaire et bien sûr l'industrie, que ces bonus C2E soutiennent le déploiement de ces garanties de performance, notamment au travers des contrats de performance énergétique. Comment est-ce que, à propos de contrats de performance énergétique, comment est-ce qu'on peut mettre la garantie de performance réelle au cœur de la politique immobilière? Alors, par rapport à ça, je dirais, on a 3 propositions. La première, c'est vraiment pour développer les engagements de performance, de conditionner les aides publiques à la construction ou à la rénovation à des engagements de performance. Donc, que ce soit sur le logement collectif ou le tertiaire. Et également, pour que, quelque part, l'offre soit là, de faire en sorte que l'ensemble des contrats d'exploitation nouveaux comprennent des clauses de garantie de performance. Et je pense bien sûr aux contrats publics, mais également aux contrats privés. Alors, la commande publique a vocation à montrer l'exemple, mais pour nous, cette obligation, elle doit être aussi bien pour le public que pour le privé. Et puis, il faut aussi faciliter le recours à ce type de solution. Donc, ce que nous préconisons également, c'est de déployer des contrats de performance énergétique simplifiés qui permettent d'avoir de façon simple, s'appliquant à l'immense majorité des bâtiments, notamment ceux à boucle d'eau chaude, d'avoir recours à ce type de contrat. Et je rappelle quand même que ce sont des solutions qui amènent entre 25 et 40% d'économie à isobudget sur des horizons de 8 à 12 ans. Donc on voit qu'on est dans l'horizon dont on parle. Et pour ça, d'ailleurs, la FEDEN a développé un modèle simplifié en partenariat avec IP2I et Exapogée, qui peut être la base de cette démarche. Et puis, dernier point, faire évoluer ces contrats de performance énergétique vers des contrats qui portent des engagements de performance plus larges que la simple énergie. Je pense notamment à l'empreinte carbone, je pense notamment à la qualité de l'air intérieur. Donc, élargir le spectre de ces contrats et d'en faire des contrats de performance énergétique et environnementale. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu une réalité. La FEDEN a fait une enquête sur un échantillon de 150 contrats de performance énergétique. Presque la moitié comportait d'ores et déjà des clauses de garantie carbone. Donc, il faut aller plus loin, il faut que ça devienne vraiment le modèle couramment utilisé. Alors, une fois qu'on aura fait tout ça, on l'a dit, le temps est une dimension cruciale
hein. On est déjà, cette décennie, on est déjà 1,1 degré au-delà de l'ère industrielle en température moyenne. Donc il faut agir vite. Et première proposition, je vais m'imiter à 3 actions, on en a un petit peu plus dans notre manifeste, mais la première, c'est d'amener les acteurs du tertiaire qui ont une échéance à 2030. Je rappelle que le décret tertiaire amène à des économies de 40% à l'horizon 2030. Donc les amener à anticiper, parce qu'on sait comment ça se passe dans les réglementations, tout le monde se met en ordre de bataille pour atteindre l'échéance. Il faut des précurseurs, donc créer un fonds d'amorçage qui assisterait les acteurs du tertiaire pour anticiper la performance qui est attendue d'eux de façon réglementaire à l'horizon 2030. Donc un fonds qui serait dégressif lorsqu'on approche de l'échéance entre 2022 et 2026. Deuxième mesure, lancer des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets pour, comme je le disais tout à l'heure, transformer ces CPE en CP2E, donc ces contrats de performance énergétique, en contrats de performance énergétique et environnementale. Et pour cela, le bras armé pourrait être l'ADEME. Et puis, je l'ai gardé pour la fin, pour la bonne bouche, le logement individuel. Parce que, soyons clairs... On ne peut pas faire de TPE pour le logement individuel. Non. Mais il y a des mesures adaptées. Et le logement individuel, c'est 57% du parc de logement, c'est presque 19 millions de logements. Et soyons lucides, on ne va pas les rénover en profondeur d'ici 2030. Donc il faut agir, il faut améliorer leur performance, renforcer leur performance. Ça passe par un élargissement des obligations d'entretien, de maintenance des équipements clés qui sont les équipements de ventilation, les pompes à chaleur et la climatisation. Et la ventilation, en plus d'avoir un impact de performance énergétique, a également un impact sanitaire. Et avec ce que nous voulons de vivre, je pense que tout le monde y sera sensible. Tout à fait. Merci Pascal. On a une petite question très simple, j'imagine, mais au fond, c'est quoi un CPE et quels sont les freins potentiels au CPE? Alors, un contrat de performance énergétique, c'est un contrat dans lequel un prestataire va commencer par poser un diagnostic sur l'installation de son client, c'est une phase essentielle, pour identifier des voies d'amélioration, assorties généralement d'investissement, et puis ces voies de progrès chiffrées aussi bien en gains qu'en investissement, il va les élaborer sous forme de solutions, et lorsqu'il y a un accord entre le client, le bénéficiaire et le prestataire, il va le mettre en œuvre avec un engagement d'atteindre cette performance, et ce qui est lié à ça, sa rémunération dépendra du niveau de performance atteint. Donc c'est vraiment une garantie d'atteindre en performance réelle et non pas en performance normative ou théorique, ce qui est attendu. Merci Pascal. Question de César Armand pour la tribune, qui nous dit « Nous sommes d'accord sur le constat, il faut accélérer les économies d'énergie des bâtiments, ne serait-ce que pour atteindre les objectifs de 2030 et le zéro carbone, et cela relève de l'État et des collectivités territoriales. France Relance a fléché des milliards vers la rénovation. Attendez-vous des candidats qu'ils s'engagent pour accélérer, massifier? Souvent, on utilise le mot de massification. Est-ce que, selon vous, c'est possible, cette généralisation des actions de CPE ou d'autres mesures pour accélérer la rénovation énergétique, la transition énergétique et le zéro carbone? Alors, oui, bien sûr, c'est possible. Les contrats de performance énergétique, alors, il est difficile d'avoir des chiffres précis, on n'en a pas un recensement clair, mais ce qu'on voit quand même, c'est que la pénétration est encore insuffisante. C'est bien pour ça qu'on préconise un certain nombre de mesures, et vous avez bien compris que dans nos mesures, il y a à la fois une pression, c'est de lier notamment les aides publiques à l'engagement à des contrats de performance, et puis c'est aussi, par rapport à cette barrière, de simplifier l'utilisation à ces contrats de performance énergétique pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un petit peu cette réticence, cette inquiétude sur quelque chose qui pourrait paraître pour un non-professionnel complexe, alors que finalement, le mécanisme est extrêmement simple. C'est qu'on va convenir entre le client et le prestataire de ce qu'il faut faire, à quelle échéance, et on va s'engager conjointement à atteindre la cible. Que les candidats s'engagent pour maintenir ces milliards qui contribuent à la rénovation énergétique, ça vous semble Je crois que illusoire ou... Non,
je crois beaucoup au fait que l'action va reposer sur un équilibre et un soutien mutuel entre une certaine pression, mais aussi une incitation. Et vous avez bien compris que c'est la logique générale de notre proposition. Merci Pascal. Je propose le temps file vite et je propose qu'on passe au deuxième volet. Et quand on a fait toutes les économies d'énergie possibles, il y a quand même d'autres solutions. C'est celle de décarboner la chaleur et notamment de tripler le développement de la chaleur et du froid renouvelable et de récupération. Aurélie, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'accélérer autant sur ce volet-là, sur ce volet chaleur renouvelable, chaleur de récupération ? Merci Guilain. Bon, bonjour à toutes et à tous déjà. Je suis très heureuse d'être avec vous pour parler de ce sujet qui est fortement d'actualité. Pierre, tu l'as dit dans ton intro, la chaleur représente presque la moitié, 43% pour être précise, de nos consommations finales d'énergie en France. Et honnêtement, je trouve que c'est insuffisamment su. En fait, on parle beaucoup de l'énergie dans l'industrie, dans les transports, et alors qu'en fait, le plus gros pavé, c'est la chaleur. Donc si on veut réussir la transformation énergétique de la France, on n'a pas d'autre choix que d'agir sur ce pavé qui fait presque la moitié de nos consos finales. Déjà, est-ce qu'il y a urgence? Oui. Est-ce que c'est le bon endroit pour accélérer? Oui, parce que ça représente presque la moitié. Après, il faut avoir en tête qu'on a quand même un sérieux retard. Si on se regarde un peu, si on se compare par rapport à nos voisins européens, la France est le seul pays d'Europe qui n'a pas atteint ses objectifs en termes de chaleur renouvelable. On est à 19% en France sur la chaleur au global, on devait être à 23%. Tous les autres pays ont réussi à atteindre leurs objectifs, nous on n'a pas réussi. Donc ça doit aussi, je pense, nous faire agir, parce qu'on se compare aux pays voisins. Et sans changement de paradigme, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée de tripler la chaleur renouvelable, parce que là, on est vraiment dans un changement de rythme. On n'atteindra pas les objectifs de la PPE. Et je rejoins complètement ce que Pierre a dit en intro. Les objectifs, ils sont bons. On ne demande pas à les remettre en question. Par contre, il faut avoir les moyens pour que les collectivités locales et les filières, publiques et privées, puissent atteindre ces objectifs. Si je fais un petit zoom sur un sujet que je connais encore mieux, que sont les réseaux de chaleur, les réseaux de chaleur aujourd'hui représentent une toute petite part de cette chaleur. Alors, c'est plus de 833 réseaux en France, donc ça paraît beaucoup, mais c'est que 25 TWh de chaleur verte sur 150 TWh de chaleur verte sur le chauffage aujourd'hui en France. Donc, sans vous ennuyer avec trop de chiffres, ça reste quand même peu. Si on se compare avec les pays scandinaves, qui sont un peu nos maîtres en la matière pour les réseaux de chaleur, ils ont un taux de pénétration des réseaux de chaleur sur le chauffage de plus de 50%. Donc nous, on en est encore très loin. Et donc ça montre qu'on a encore un vivier très important pour développer de nouveaux réseaux de chaleur. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'on a atteint l'année dernière 60% d'énergie renouvelable dans nos réseaux de chaleur français. Ça veut dire que quand on investit 1 euro dans la chaleur en général, on a une chaleur qui est verte à peu près à 20%. Quand on investit 1 euro dans un réseau de chaleur, on a une chaleur verte à 60% en moyenne. Donc c'est quand même très significatif. Et on a même 3 années d'avance, si on regarde nos objectifs PPE, en termes de chaleur verte par rapport à là où on devait être en 2020 et 2021 par rapport aux objectifs de la PPE. Vous allez me dire, alors tout va bien. Non, parce que la courbe de la PPE, elle augmente très très fortement. On est censé arriver dans quelques années, 2028, à 39 TWh de chaleur verte. Et pour y arriver, il va falloir qu'on renforce, et on a plusieurs actions concrètes. Oui. Peut-être juste en 2 mots, rappeler ce qu'est un réseau de chaleur, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Un réseau de chaleur, simplement, c'est une infrastructure qui est locale, qui est dans une collectivité, qui mutualise les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire, donc avec des centrales de production dans une ville, qui produit, qui distribue avec des réseaux souterrains cette chaleur, qui la distribue dans des logements, principalement collectifs, dans des bureaux, dans des bâtiments publics. Tu citais les hôpitaux, les piscines, tout ça, voilà, ce sont tous également des hôtels, voilà, et des centres commerciaux. Donc tout type de bâtiment peut être amené à recevoir de la chaleur produite par un réseau de chaleur. Peut-être juste pour finir, sur les investissements, il faut avoir en tête que 80% des réseaux de chaleur français, sur les 833 dont je vous parlais, sont gérés sous un mode concessif.
Donc ce sont des délégations de services publics. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on investit 10, 15, 20 millions d'euros pour verdir avec la biomasse, avec la géothermie, pour aller tirer un tuyau, pour aller se raccorder à une unité de valorisation énergétique. Quand on fait ça, c'est de l'investissement qui revient en fait au bien public. Parce que nous, la filière privée, on en est les locataires, j'aime bien cette expression, les exploitants pendant 15, 20 ans, pendant la durée de la concession. Mais à la fin de cette concession, tous les investissements qui ont lieu pour décarboner cette chaleur, ça revient au bien public. Donc c'est quand même important d'avoir en tête qu'il n'y a que 20% des réseaux de chaleur en France aujourd'hui qui sont régis sous un mode privé. Merci pour ce premier cadre. Comment est-ce que concrètement, qu'est-ce que propose la FEDEN pour accélérer le développement de la chaleur renouvelable et de récupération, à la fois à destination ou au départ des installations que tu as citées, enfin pour les collectivités et également pour les industriels? Bien sûr. Alors déjà, le premier sujet, tu l'as dit en intro et je pense que c'est vraiment important de le rappeler, on a la chance en France d'avoir à portée de main dans toutes nos collectivités, donc proches des réseaux de chaleur existants, des énergies locales et renouvelables. Donc déjà, il faut aller les utiliser. La première source de chaleur renouvelable, ce sont en fait la combustion des déchets qui dégagent de la vapeur. Et cette vapeur, si on ne va pas la récupérer pour l'utiliser, pour fabriquer la chaleur dans nos réseaux de chaleur, cette vapeur, elle est envoyée aux petits oiseaux. Et donc, elle n'est pas réutilisable facilement autrement que par un réseau de chaleur. Donc, premier point, il faut verdir massivement ce qui existe. On a 833 réseaux de chaleur en France et on en a presque un tiers qui ne répond pas aux enjeux de décarbonation de la RE 2020. Donc, en 2028, la loi, maintenant c'est une loi, nous dit vous devez respecter tel taux carbone et on a un tiers de nos réseaux de chaleur qui ne répond pas, donc qui n'ont pas d'autre choix que de se transformer, de se verdir davantage. D'ailleurs, certains réseaux ont déjà plus de 50% d'énergie verte, mais ne répondent pas aux enjeux carbone de 2028. Donc, ces réseaux-là, ils vont devoir se transformer. Et nous, ce qu'on dit, pour les transformer plus rapidement, une option, lorsque c'est le souhait de la collectivité, c'est de se dire, n'attendons pas la fin du contrat de DSP, de délégation de service public, pour remettre des investissements pour décarboner et réfléchissons à des avenants qui permettent de tout de suite déclencher de nouvelles productions vertes, renouvelables ou de récupération sur les réseaux existants. Donc ça, c'est le premier sujet. Et on a eu d'ailleurs le plaisir d'avoir cette proposition accueillie favorablement par la DGEC et par la ministre Barbara Pompili, car au dernier congrès FEDEN, elle en a parlé. Donc c'est quand même un signe encourageant. Et maintenant, ce qu'il faut, aux semaines de la chaleur. Et tu as raison, elle l'a rappelé à la semaine de la chaleur. Maintenant, ce qui nous manque, les élus moi, que je rencontre au quotidien me disent, nous, on est intéressés parce qu'on n'a pas envie d'attendre 5, 10, 15 ans pour verdir davantage, mais on a besoin d'un cadre réglementaire clair. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que le ministère et ses services puissent conforter les élus que s'ils vont décider de réinvestir avec leurs délégataires de services publics pour verdir, ils seront dans un cadre qui soit clair et respectueux du droit. Donc ça, c'est le premier sujet, verdir massivement l'existant. Deuxièmement, on a beaucoup de réseaux de chaleur qui peuvent encore se développer. Donc ce qu'on souhaite, c'est les densifier. Et là, on a une deuxième bonne nouvelle, c'est le classement. La loi énergie-climat de 2019, qui a été un peu complétée par la loi climat et résilience, elle impose un classement des réseaux de chaleur vertueux, qui ont plus de 50% d'énergie renouvelable. Et donc, demain, un bâtiment qui sort de terre ou un bâtiment qui est rénové, il n'aura pas d'autre choix que de se raccorder au réseau de chaleur qui est à proximité. Alors qu'aujourd'hui, il pouvait choisir de remettre une chaudière gaz, même une chaudière fuel, enfin, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Là, demain, il y aura une obligation de raccordement. Et si le bâtiment ne souhaite pas se raccorder, il devra faire tout un dossier pour expliquer pourquoi il veut déroger à cette loi. Donc, on renverse un peu la charge de la preuve et je pense que ça va aider les réseaux de chaleur français à se développer. Et troisièmement, une fois qu'on a verdi l'existant, qu'on a développé nos réseaux existants, il faut en créer de nouveaux. Et c'est là qu'on a un peu plus de mal. Quand on demande à des élus, l'ancien ministre Benoît Paru, qui a créé un réseau de chaleur dans la ville de Châlons-en-Champagne, il me dit, entre le moment où il a décidé, lui, en tant que maire de sa ville, de créer un réseau de chaleur, et le moment où il va voir le premier mégawattheure vert qui va sortir de son réseau de chaleur, il va se passer 6 ans. Et pourtant, on est sur un élu qui a des moyens, qui a des services juridiques, techniques. Et ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir aider aussi les petites et moyennes collectivités
qui n'ont pas forcément des ressources humaines à disposition importantes en termes techniques, en termes juridiques. Et on a développé avec Amorce et le SN2E, qui est un autre syndicat de la FEDEN, un pack d'ingénierie totale qui permet d'avoir des documents industrialisés avec un schéma directeur, avec les documents pour lancer un appel d'offres pour un nouveau réseau de chaleur, pour simplifier en fait la vie d'une collectivité qui a envie de s'engager pour créer un réseau de chaleur. Donc voilà à peu près les 3 actions. On verdit davantage l'existant, on densifie l'existant et on crée de nouveaux réseaux. Et bien évidemment, j'ai cité un peu rapidement tout à l'heure les différentes énergies renouvelables, on a un sujet clé qui est aussi la récupération de chaleur fatale. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on a un vivier, un gisement de chaleur fatale, soit dans les incinérateurs qui brûlent nos déchets, qui est le quotidien de tous les Français, soit chez nos industriels. On a beaucoup d'industriels qui produisent de la chaleur, qui ne savent pas quoi en faire, et nous, on pourrait aller la récupérer. Et justement, la FEDEN a je trouve une idée, moi, que je trouve très, très moderne et que je n'avais pas entendue avant, qui est de dire il faut qu'on accompagne les industriels qui veulent permettre à leur chaleur fatale d'être réutilisée au travers d'un plan pour s'assurer que si un des industriels, par exemple, qui s'est réuni fait défaut, on va pouvoir assurer au travers d'un fonds de garantie la capacité à récupérer cette chaleur au tarif qui était prévu, sur la durée du contrat qui était prévu, donc une sorte de fonds de garantie pour que les industriels qui acceptent d'aller vers cette décarbonation de leur chaleur. Un peu comme ce qui se fait dans la géothermie. Exactement, un peu comme le fonds d'ailleurs qui est un fonds obligatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire un forage géothermique en France sans souscrire à ce fonds-là. Ce serait un peu la même chose et c'est une proposition forte que la FEDEN fait au gouvernement. Merci. Alors on parle de chaud, mais dans le phénomène de réchauffement ou de changement climatique, il y a aussi du réchauffement et on voit les canicules qui se répètent en été et chaque année, d'ailleurs ça devient un marronnier. En été, on a le thème de la canicule. Quelles sont les solutions que porte la FEDEN pour répondre à ces enjeux autour du froid, autour du rafraîchissement des villes et des bâtiments? Alors, je te remercie de me poser la question parce que souvent, on parle tellement du chaud qu'on a tendance à oublier un peu le froid. Comment est-ce qu'on peut faire du froid sans réchauffer la planète? Voilà. Alors, c'est une bonne question. Déjà, moi, je pense qu'il faut venir aux besoins. On était jusqu'il y a peu dans un besoin qui était un froid de confort. La clim dans les bureaux, dans les hôtels, dans des appartements de luxe. Aujourd'hui, on est passé à un froid sanitaire. Quand on écoute les élus nous disent, étant donné ce réchauffement climatique, les 2 dernières années, enfin pas les 2 dernières, mais 2019-2020, c'était les années les plus chaudes depuis 1900. Donc on a tous vécu ça, même à titre personnel. Et donc les élus maintenant disent, je veux du froid dans mes crèches, je veux du froid dans mes EHPAD, je veux du froid dans mes bâtiments sportifs. Et donc ce froid-là, la question, c'est comment on va le produire. Est-ce qu'il y a un besoin sanitaire du froid? Je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, c'est comment on va faire pour apporter un froid vertueux. Et là, la solution est toute trouvée avec les réseaux de froid. Alors, on n'en a que 24 en France aujourd'hui, des réseaux de froid, mais on est le premier pays d'Europe. Donc, il faut aussi se dire quand on fait bien. On a notamment un très gros réseau parisien qui fait que certainement, on est le premier pays d'Europe en termes de production de froid. L'avantage d'un réseau de froid, c'est un peu comme le réseau de chaud. C'est qu'au lieu d'avoir une chaufferie dans chaque immeuble, au lieu d'avoir un groupe froid qui produit pour un immeuble, on a une centrale de froid qui est mutualisée, qui permet de distribuer le froid dans plusieurs immeubles au travers de canalisations souterraines. Et ce froid, il est souvent d'origine renouvelable, mais même lorsqu'il ne l'est pas, il émet 2 fois moins de CO2 qu'un groupe froid classique, un climatiseur classique dans un immeuble. Il réduit de 90% les fluides frigorigènes. Alors, Pascal, qui est notre expert européen, sait à quel point l'Europe met la pression pour réduire l'utilisation des fluides frigorigènes. Qui sont au moins 30 fois plus réchauffants que, exactement. Que le CO2. Et on consomme aussi 2 fois plus d'énergie quand on produit une clim classique que quand on utilise quand on produit du froid au travers d'un réseau de froid. Donc d'un point de vue environnemental, tous les experts sont unanimes, c'est vertueux. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à enclencher le fait que ça se développe et que toutes les collectivités réussissent à avoir un réseau de froid. Il faut un pôle tertiaire, mais il y en a quand même beaucoup qui ont des pôles tertiaires. Premièrement, il faut faire en sorte que le fonds chaleur de l'ADEME
réussissent à accompagner la création de réseaux de froid. Pour le moment, on n'y arrive pas. Mais l'ADEME est très volontaire d'y arriver. Donc, elle a décidé d'ailleurs de faire des projets pilotes pour essayer d'accompagner ces réseaux de froid, que ce soit du froid renouvelable ou du froid efficace, parce que c'est mieux que de laisser les climatiseurs proliférer, d'ailleurs dans nos urbanismes aussi. Ça veut dire qu'il y a d'autres critères que uniquement le côté renouvelable. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et deuxièmement, il faut, lorsque les collectivités créent des ZAC, par exemple, que ce sujet du froid soit adressé au même titre que le sujet du chaud. Donc, on a besoin que le froid rentre dans les objectifs de la PPE. C'est en bonne voie, là, pour la prochaine PPE. Mais on a besoin aussi que dans les plans d'urbanisme, les collectivités soient en devoir, quelque part, de s'exprimer aussi sur leur plan froid. Et là, on a encore certainement quelques étapes pour y arriver. La volonté des élus est là, clairement, les élus locaux. Mais maintenant, vu l'ensemble des sujets, il faut qu'ils fassent des choix et il ne faut pas que le choix se fasse sur le froid. Alors, il y a deux questions que je vais poser à la fin. Mais avant ça, est-ce que les moyens de l'État, est-ce que les moyens notamment du fonds chaleur destinés à la filière, est-ce qu'ils sont suffisants ? C'est une bonne question. En fait, nous, on dit quoi aujourd'hui à la FEDEN ? On dit x3, 3 fois plus d'économie d'énergie, 3 fois plus de chaleur renouvelable. Évidemment, on ne peut pas faire avec les moyens actuels. Et on pense qu'il faudrait mettre en place 3 fois plus de subventions issues du fonds chaleur de l'ADEME. Aujourd'hui, on est aux alentours de 380, je crois, 370 voilà, millions d'euros. On a gagné 20 millions d'euros cette année. On a gagné 20 millions. On était à 350, on est passé à 370. Et en fait, nous, on pense qu'il faut 1 milliard d'euros. Le budget dont on a besoin pour faire tout ce qu'on dit, les économies d'énergie, la chaleur de récupération, la chaleur renouvelable, développer les réseaux de froid, les réseaux de chaleur, doubler les emplois demain locaux, que Michel expliquera dans quelques instants. Pour faire tout ça, il faut 1 milliard d'euros de budget du fonds chaleur de l'ADEME. Et il faut que les réseaux de chaleur et réseaux de froid continuent à avoir plus de la moitié, ce qui est le cas aujourd'hui de la répartition. 1 milliard d'euros par an. Par an, bien sûr. Tu n'en doutais pas. Mieux en le disant. Tu as raison. Alors, question et je vais greffer une deuxième question dessus, c'est question de APACI. Transformer les réseaux existants alors je ne sais pas qui est APACI. Transformer les réseaux existants qui ne passent pas les seuils carbone de la RE 2020, a-t-on chiffré le coût ? Et on pourrait, peut-être je vais faire la deuxième question qui est verdir les productions, c'est très bien, mais pourquoi n'oblige-t-on pas les COGE à fonctionner ? Actuellement, EDF subventionne les COGE à rester disponibles. Alors deux questions très différentes pour le coup. Sur la partie chiffrage des coûts, peut-être on peut parler également du gisement. Est-ce qu'on a une idée du gisement disponible sur les nouveaux appels à projets ? Combien est-ce qu'on pourrait valoriser de chaleur supplémentaire ? Oui, tu as raison, c'est un bon point que je n'ai pas cité. En fait, sur les appels à projets, parce que je ne l'ai pas dit, heureusement que tu me le rappelles, on souhaite, nous, que l'ADEME puisse lancer des appels à projets pour créer des nouveaux réseaux de chaleur en France, notamment sur les petites et moyennes collectivités, je dis souvent moins de 25-30 000 habitants. Nous, on estime, et je remercie d'ailleurs Manergie et Viaceva, qui avec le SNCU a lancé une étude prospective qui nous permet vraiment d'identifier toutes les poches thermiques en France dans lesquelles on n'a pas encore de réseau de chaleur et dans lesquelles on a besoin d'en avoir. Alors, ça peut paraître énorme quand on regarde les chiffres, mais en fait, ce qu'on dit, c'est un réseau de chaleur par an, par département, pour atteindre nos objectifs. Et ça devrait nous permettre de développer 9 TWh de chaleur renouvelable supplémentaire d'ici 2028-2030, donc uniquement sur la partie création de réseaux de chaleur. Donc ça fait 1000 réseaux. À peu près. 1000 réseaux de chaleur. Non mais 1000, ça réseaux. fait peur. Alors moi, je trouve qu'un réseau de chaleur, ça peut faire peur. Un réseau de chaleur par département par an, c'est clairement pas impossible. Quand on voit la taille de nos départements. On a 36 000 communes. On a 36 000 communes, exactement. Donc ça, c'est le premier sujet. Et pour répondre aussi à ta question sur la partie, à la question du journaliste. Chiffrage pourquoi transformer les réseaux existants qui ne passent pas les seuils de carbone, a-t-on chiffré le coût ? Voilà. Les Alors, seuils de la RE 2020. le coût, c'est un peu difficile, honnêtement, de vous donner un chiffre miracle. Globalement, on va dire que je vais essayer de prendre les ratios que j'ai en tête. Sur un réseau, alors ça va être un peu technique, mais sur un réseau, on va dire, de 100 gigawattheures, qui doit être dans la moyenne de nos réseaux aujourd'hui. Si on veut mettre en place une énergie renouvelable pour atteindre 70%
de 70% de taux ENR. Qu'est-ce que l'ADEME nous demande aujourd'hui ? Il faut quand même compter entre 10 et 15 millions d'euros d'investissement si on choisit que ce soit une chaufferie biomasse, une géothermie, et puis adapter le réseau. Souvent, on doit adapter la distribution pour la faire passer en basse température. Donc, globalement, c'est quand même dans ces eaux-là. Donc, clairement, ce sont des investissements supplémentaires. Si on dit x3 le budget de l'ADEME pour atteindre 1 milliard d'euros, c'est parce qu'aujourd'hui, l'existant, on ne le verdit pas sur un contrat en route. Et on trouve que c'est dommage d'attendre à chaque fois la fin des contrats. Donc là, on change vraiment le paradigme et on dit qu'il faut aller plus vite et ne pas attendre la fin du contrat lorsque c'est le choix de la collectivité. Ok, alors... par rapport à ce que tu dis, n'oublions pas qu'il y a une étude de l'ADEME qui nous dit que pour 1 euro d'aide, il y a 4 euros investis sur le territoire. Ouais. Donc il y a un effet de levier aussi de ces investissements par rapport à... Et on salue nos amis de l'ADEME qui travaillent très bien et qui ont besoin de moyens. Voilà, et de moyens humains supplémentaires. On ne cesse de répéter, de moyens humains supplémentaires. D'ailleurs, juste pour finir quand même sur les réseaux de chaleur, ce n'est pas la FEDEN ni le SNCU qui le dit, mais la Cour des comptes, il y a quelques mois, a rendu un rapport dans lequel elle dit que les réseaux de chaleur en France sont sous-exploités. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même important. Il y a eu un consensus unanime sur le fait qu'il faut accélérer. Je propose que la question sur les COGE, qui est quand même très spécifique, on puisse y répondre peut-être après le webinaire. Une dernière question de Nicolas Picou. Un grand plan de conversion des réseaux de chaleur est-il prévu ? Réduire la température des réseaux est une priorité absolue pour les ENR basse température. Tu en as dit un petit peu, mais si tu souhaites compléter. C'est un très bon commentaire, une bonne question. Notamment des énergies renouvelables comme la géothermie ne peuvent pas fonctionner en fait avec des réseaux de distribution haute température. Et puis de toutes les façons, c'est quand même la suite logique des choses. Aujourd'hui, on ne crée plus de réseaux de chaleur haute température. Température et débit d'ailleurs, et pression. Donc il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et pour répondre à la question, je crois que 100% des projets de verdissement des réseaux de chaleur existants s'accompagnent toujours d'une transformation du réseau de distribution. Déjà pour être plus efficace en termes de distribution. Pour ceux qui souhaitent visiter des réseaux de chaleur, n'hésitez pas à solliciter la FEDEN, on est bien évidemment disponible pour ça. Alors, dernier volet, Michel et Aurélie en a parlé, Pierre en a parlé, Pascal en a parlé, c'est une thématique transverse, tous nos adhérents nous en parlent, c'est le volet de l'emploi, des compétences. C'est bien d'avoir des clients, mais il faut surtout des compétences, des cerveaux, des bras pour y répondre, des hommes et des femmes d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi de développer un troisième volet autour de cette thématique emploi et formation ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, veillons à ce que la cerise sur le gâteau ait le temps nécessaire, parce que c'est une condition. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un axe incontournable. On a vu, et mes collègues l'ont rappelé, la France a pris des engagements nationaux, internationaux encore plus forts. Ça se traduit par tripler les économies d'énergie, tripler la chaleur renouvelable. Et vous comprenez que par voie de conséquence, de manière directe, il y aura des impacts forts sur l'emploi. Donc on a fait un certain nombre de calculs et on a retenu ce chiffre de doublement des emplois. Voilà, on parle beaucoup d'énergie décarbonée, on parle de bâtiments, on parle de process industriels, on parle d'euros, de kilowattheures, de tonnes de CO2, mais on parle beaucoup moins d'hommes et de femmes. Et donc nous, on considère qu'au-delà des aspects réglementaires, des aspects techniques qu'on a évoqués, des aspects programmatiques, eh bien, il y a une dimension supplémentaire, essentielle, on n'est pas les seuls à le dire, mais on souhaite le réaffirmer très fortement, c'est les hommes et les femmes qui vont mettre ces solutions en œuvre. C'est un enjeu d'alignement. C'est un enjeu d'alignement, c'est même une condition, à mon avis, nécessaire, pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire de réussite des objectifs sur lesquels notre pays s'est engagé. Vous avez, tu as une idée des perspectives de création d'emplois, ça a été chiffré on a fait un certain nombre d'approches avec les syndicats. Après, on a aussi une approche générale qui consiste à dire faire x3 et x3 sur les deux composantes principales de nos activités. Eh bien, il y a un effet d'élasticité certainement sur l'emploi, mais nous, on a considéré qu'il y avait un doublement des effectifs. Les entreprises de FEDEN aujourd'hui emploient 60 000 personnes, voilà, et ces calculs, parfois complexes, parfois très simplifiés, nous amènent à doubler et à être aux environs de 110 000, 120 000 emplois à l'horizon 2030, avec évidemment une croissance beaucoup plus forte sur les années
de la fin de la décennie, mais déjà, nous sommes une filière en tension, donc déjà le sujet des ressources se pose. Et peut-être qu'on essaiera de faire passer dans les textes et dans les paroles plus d'économie d'énergie, moins de gaz et moins de tonnes de CO2 égale plus d'emplois, des emplois durables, non délocalisables, techniques, avec une certaine technicité, ouverts à la mixité, à la diversité, voilà, et porteurs de sens. J'y reviendrai tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre que les métiers que l'on a, les postes que l'on propose, notamment pour les jeunes, qui sont très préoccupés par ce sujet du réchauffement climatique, eh bien, ils trouveront du sens dans nos entreprises et ils auront des débouchés là-dessus. C'est, à mon avis, très important pour eux de se positionner ainsi. Alors, il y a des chiffres qui circulent. On dit d'ailleurs un technicien pour 500 chaudières, demain un technicien pour 400 pompes à chaleur. Oui. On voit que forcément c'est créateur d'emplois. Quels sont, alors que le gouvernement a annoncé ce matin des chiffres très impressionnants au niveau de l'apprentissage, parce que je crois qu'on est à 718 000 apprentis, ce qui sont des très très bons chiffres, je crois que ça ne s'est jamais vu auparavant. Quelles sont les principales propositions et actions pour améliorer la formation initiale? Alors, je parlais des apprentis, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas de baguette magique, il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour dire qu'on va doubler comme ça les effectifs, et qu'un certain nombre d'actions auront des impacts à court terme et d'autres des impacts à moyen et long terme. Et que peser sur l'éducation nationale et peser sur les formations initiales, on peut prendre des décisions maintenant, elles auront des effets dans 5, 6, 7 ans. Il y a d'autres par contre qui sont à plus court terme. Alors sur la formation initiale qui est quand même essentielle, on a 3 axes qu'on a imaginés. Le premier, c'est peser sur la formation initiale en lien avec l'éducation nationale. Je crois qu'il faut renforcer considérablement les liens entre les écoles et les entreprises. C'est du travail moyen terme, je viens de le dire. Il y aura des effets d'anticipation, mais les professeurs dans les entreprises et les jeunes très tôt dans les entreprises, c'est vraiment un axe essentiel à développer. On n'est pas les seuls à dire ça, mais c'est essentiel de passer et de franchir un certain nombre d'obstacles qu'il y a à ce que les entreprises s'ouvrent à la formation des jeunes. Le deuxième axe qu'on imagine sur la formation initiale, et tu viens de le rappeler, sur les aspects des contrats d'alternance et encore plus d'apprentissage. Oui, le chiffre de plus de 700 000 est d'ailleurs un très bon résultat des décisions qui ont été prises en 2020. L'ambition au niveau national, c'est de tripler. Chez nous, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous avons, nos entreprises forment 2000 apprentis. Et on considère qu'on a une capacité à accueillir dans nos entreprises très rapidement près de 5000 apprentis par an. Donc c'est quand même considérable. Et des jeunes qu'on aura formés ont très forte chance de faire une carrière dans nos entreprises. Et le troisième point, parce que c'est compliqué la formation des jeunes, vers quoi s'orienter, ils sont un peu parfois désorientés. Il y a des moments clés dans leur orientation. Et je crois qu'on va, au niveau de la FEDEN, au travers de nos groupements régionaux, il faut aussi que l'éducation nationale nous ouvre les portes. On a besoin des collectivités territoriales, des départements et des régions pour nous ouvrir les portes. C'est que nous allions porter le message à des moments clés où les jeunes se décident. Et également auprès de leurs parents. Et donc de pouvoir aller porter nos messages, présenter nos métiers, donner le sens, dire qu'ils y trouveront une vraie satisfaction personnelle, des possibilités de promotion à ces moments-là. Donc ça veut dire utiliser nos forces en présence sur le territoire national, en province et sur la région parisienne, pour aller des dizaines, des centaines de fois dans les écoles porter ces messages. Très bien. Est-ce que en matière de formation professionnelle, on a vu en 2020 des branches qui ont été sérieusement, des secteurs d'activité qui ont été sérieusement secoués. Quelles sont les priorités en termes de formation professionnelle? Alors c'est un monde complexe, la formation professionnelle. Je découvre ce monde et il me faudra un peu de temps pour comprendre les arcanes complètes de ce dispositif. Avant ça, j'ai peut-être un message plus général à adresser aux patrons de nos entreprises, c'est la nécessité d'investir encore plus fortement qu'ils n'ont pu le faire sur la formation professionnelle. Il y a les obligations légales, certes, mais je crois qu'elles ont à comprendre qu'il y aura un pas supplémentaire à faire là-dessus. Il y a eu une réforme de la formation professionnelle il y a quelques années. Il y a eu des suites. Il y a un accord national cadre interprofessionnel qui a été conclu à la fin de l'année 2021 et qui propose un certain nombre de choses, reprises d'ailleurs dans le mouvement des entreprises. Et nous souscrivons complètement à ce qui a été dit là-dessus. Il y en a un qui est par contre extrêmement simple à comprendre, et j'aimerais bien qu'il trouve un jour une réussite, c'est
les entreprises ont des obligations légales. Elles ont, je viens de le dire, besoin de faire davantage. Pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui est certainement gagnant-gagnant entre l'État, les entreprises et les salariés, une incitation fiscale pour les entreprises qui vont au-delà de leurs obligations légales. Et je crois qu'au-delà du plafond minimum, l'avenir va se jouer auprès de celles qui seront capables d'aller plus loin. Il y a également d'autres plus petites mesures. Il y en a une sur les contrats de formation professionnelle. Quand on regarde aujourd'hui à quoi ils sont utilisés, ils sont orientés sur des choses qui ne servent pas suffisamment les besoins des entreprises. Donc ces contrats-là, c'est une mesure à prendre, il faut la faire passer, doivent être orientés vers les compétences requises pour les salariés et vers les besoins attendus par les entreprises. Et puis une autre idée qui a germé elle n'est pas dans ce document-là, mais dans des échanges avec des personnes. Les carrières aujourd'hui de nos équipes, elles ont besoin de faire 2, 3 ans, 4 ans de plus, avec l'allongement de la durée de travail. On a là un vivier considérable de formateurs internes. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas proposer des déductions de charges sociales pour ces formateurs internes, techniciens, ingénieurs, qui consacreraient des semaines, des mois parfois, dans la dernière partie de la carrière, pour former ces jeunes. Voilà, donc ça c'est tout l'effort qui est à faire au niveau global de la structuration de la formation professionnelle. Il y a aussi des choses plus simples, et tu es bien placé, Guilain, pour le savoir, c'est les structures en elles-mêmes. Tu es président d'un centre de formation que la FEDEN anime sur la région Île-de-France, qui s'appelle l'AFANEM. Paradoxe quand même assez étonnant. D'un côté, je viens de dire qu'on a des besoins considérables, et de l'autre côté, on a un peu de mal, voire plus qu'un peu de mal, à remplir ces promotions. Donc, voilà, c'est un message aux adhérents franciliens. L'objectif que nous avons ensemble, je crois qu'il t'a marqué, de tripler le nombre d'apprentis formés par la FANEM, voilà, est un objectif, celui-là, à court terme qu'on peut avoir. Et l'idée, c'est de transposer ça dans un réseau de centres de formation. On ne va pas se mettre à construire des centres de formation avec des murs, avec tout un tas de choses. Il y a des tas de choses qui existent, mais créer au niveau des territoires des centres de formation territoriaux, hors les murs, pour justement les entreprises s'engagent sur des jeunes qu'elles vont former et qu'elles vont recruter derrière. Et ça nous permet de bâtir des partenariats dans la durée avec ces centres de formation. Est-ce que, selon toi, il y a des nouveaux champs, je parlais des pompes à chaleur, de cette partie-là, est-ce qu'il y a des nouveaux champs de compétences à développer, à faire émerger pour répondre à ces enjeux? Il y a notamment un de nos syndicats qui est le CIPEMI qui imagine un certain nombre de solutions nouvelles et de compétences nouvelles à développer. On constate, c'est eux qui le poussent en avant et je crois qu'ils souhaitent pouvoir faire des expérimentations avec les collectivités territoriales et avec l'État, avec le recul des services publics dans un certain nombre de territoires. Et donc on écoute attentivement ce que disent nos collègues du CIPEMI pour, et là c'est plus un appel, on le relayera, à ce qu'ils puissent mettre en œuvre ces dispositifs nouveaux. Là, il y aura de la création de l'emploi certainement et il y aura de l'apport pour les usagers sur ce sujet des services publics. Et évidemment, c'est eux qui sont aussi les mieux placés pour voir tout ce qui se passe dans les évolutions des modes de travail. Le télétravail, qu'on a développé considérablement, se pratique à domicile, mais il peut se pratiquer à d'autres endroits. Et donc, il y a des tiers-lieux sur lesquels les facilités dont les gens ont besoin sont à construire. Et à ce titre-là, ils veulent faire un certain nombre d'expérimentations là-dessus. Et il y a un point peut-être que l'on n'a pas évoqué. On a la chance d'être une formation et une branche professionnelle qui est en recrutement et qui est en pénurie de ressources. Ce n'est pas le cas de toutes les branches professionnelles. Il n'est qu'à regarder, par exemple, les conséquences que la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035 peut entraîner dans une branche industrielle très large qui est l'industrie automobile. Il y aura, je suis convaincu, dans les années à venir, quelque chose autour de ces transitions collectives entre des filières affectées par la transition écologique et par une économie bas carbone et notre branche professionnelle. Et donc tous ces dispositifs de transition collective, à la fois un peu à l'intérieur de nos entreprises, mais ce n'est pas là où ça va surtout se passer, entre des branches professionnelles est à mon avis une piste sur laquelle la FEDEN, Pierre, je pense qu'on a un message extrêmement fort d'être une branche ouverte, accueillante pour signer dans le cadre de partenariats encadrés au niveau national, mais déclinés au niveau locaux, là où sont les difficultés d'emploi pour certaines entreprises et nos besoins locaux, et donc de mettre tout ça en rapport.
Alors, une question, quels sont les métiers en tension? Quels sont les principaux métiers en tension? Et comment est-ce que, sur des métiers en tension qui peuvent être partagés avec d'autres branches, comment est-ce qu'on peut leur donner du sens finalement? Tu dis nos métiers ont du sens, ils ont de l'impact. Comment est-ce qu'on mesure ça? Quels sont les métiers en tension? Je dirais, quels sont les métiers qui ne sont pas en tension? J'inverserais presque la formule. On a besoin d'ingénieurs à un moment donné pour étudier, pour construire. On a besoin après d'un certain... Oui, j'y viendrai. Aurélie me souffle un métier, mais je ne vais pas l'oublier. Des ingénieurs, des gens pour construire, des techniciens de maintenance, avec des choses qui sont aujourd'hui de plus en plus subtiles, des énergie managers qui vont piloter à distance et donner des informations à forte valeur ajoutée vers des techniciens compétents qui vont se déplacer que quand il y en a besoin, des frigoristes. Voilà, je crois que l'exercice consisterait plutôt à dire quels sont les postes sur lesquels nous n'avons pas des besoins. Et ta deuxième partie de question, Guylain, on ne trouvera pas sans doute des branches professionnelles qui ont des gens qui répondent à la totalité et qui vont cocher toutes les cases. Peu importe. Ce sont peut-être d'ailleurs des gens qui étaient auparavant dans des mêmes promotions. Ils ont choisi différentes filières. Et donc je pense que moyennant un parcours d'adaptation, des formations qui vont les rassurer, ils sont capables de passer d'un métier aujourd'hui qui, pour des raisons qu'on a évoquées, d'impact et de décision gouvernementale, vont être en réduction. Et moyennant un parcours dans nos entreprises, on est capable de les amener, tant en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, vers les exigences de nos métiers. Merci Michel. On va clôturer sur cette partie emploi. Je vais reprendre deux questions qui sont apparues après l'intervention de Pascal. Une question de Hélène Dupuis. Qui porterait les garanties de performance des marchés publics? Pour l'interrogation, les entreprises ou les collectivités? Les garanties de performance sont portées par les contractants. Par essence, c'est bien le sens du contrat de performance énergétique. Et puis deuxième question de Jean-Philippe Pied de Green Univers. Qui financerait le fonds d'amorçage? Si on a parlé pour le décret tertiaire. C'est un financement qui serait probablement dans ceux dont on a parlé dans le cadre du fonds en chaleur ou d'un fonds d'efficacité énergétique spécifique qui pourrait être piloté par l'ADEME. Question de Jean Gravelier. Les pros du bâtiment, souvent artisanaux, sont-ils prêts à s'engager sur des performances énergétiques long terme très exigeantes? Je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils sont prêts à s'engager sur la performance technique des équipements qu'ils maintiennent. Voilà, on a, je pense, éclusé les questions. Dernière question de Jean-Philippe Pied. Le fonds chaleur à 1 milliard par an. Quelle réaction du ministère de la Transition énergétique ou de Bercy à ce stade? Vas-y. Pour vous dire les choses, on vous présente ce VADEMECUM aujourd'hui. Vous doutez bien qu'on le met dans notre petite valise et qu'avec Guylain, on fait le tour des équipes, des candidats déjà déclarés, peut-être des candidats futurs. Je crois que le diagnostic, il est très largement partagé. Personne ne nous a récusé sur le fait qu'il fallait tripler le rythme. Et donc, il faudrait bien mettre les moyens à niveau. Encore une fois, on espère que les prochaines semaines seront l'occasion d'avoir des expressions des uns et des autres sur le sujet. Des réactions, des propositions, des prises de position de l'ensemble des bancs politiques. Voilà. Je crois que c'est un sujet majeur pour notre pays. Ce serait logique que les gens qui briguent à la plus haute représentation s'en saisissent. Remettre la chaleur au cœur du débat. Merci à vous quatre d'être intervenus ce matin. Vous pouvez bien évidemment télécharger le VADEMECUM sur le site de la FEDEN. Je crois qu'il a été déjà téléchargé plus d'une centaine de fois. Je le remontre. Sur ce qui est de l'emploi, on peut citer deux sites. Je vous invite à consulter les sites www.pleindénergie.fr et le site également consacré à la formation qui s'appelle formation-énergie-environnement.fr. Voilà, avant de se quitter, donc, je vous rappelle la formule magique, x3, x3, x2. Et puis, bien évidemment, vous pourrez, pour ceux qui ont loupé cet échange riche de ce matin, visionner on appelle ça un replay, qui sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la FEDEN. Et puis, ce webinaire sera suivi de
3 sous-webinaires où on pourra rentrer davantage dans le détail des propositions de la FEDEN. Voilà, si plus personne n'a un mot à ajouter, je propose qu'on s'arrête là. Je remercie ceux qui nous ont suivis. Encore merci aux intervenants et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci.